Donc maintenant, nous allons entendre Madame Małgorzata Bieńkowska. Bonjour, Madame la professeure. Vous représentez le département de Puławy, Institut national d'horticulture. Eh oui, j'y viens. Vous vous occupez des abeilles, vous popularisez, promouvez le savoir pratique le plus récent, tout ce qui concerne l'apiculture, les abeilles. Vous êtes vous vous chargez de la sélection des abeilles, des reines et des faux-bourdons. En tant que scientifique universitaire, vous prêtez votre attention à des abeilles qui sont résistantes au varroa, qui est le problème principal. Avec votre groupe de scientifiques et avec des apiculteurs engagés, vous menez un programme pilote Eurovest qui est en charge de la mise en œuvre et de promouvoir des projets. Vous coopérez avec les meilleurs scientifiques dans le secteur de l'apiculture. Vous participez activement au développement de l'apiculture polonaise ainsi qu'à la création de l'élevage des abeilles responsable et durable. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bienvenue à vous tous et merci beaucoup aux organisateurs de me donner la possibilité de participer à cet événement très important pour l'apiculture. Cela me permet de présenter mon savoir sur les abeilles qui sont résistantes au varroa et qui peut-être pourront être élevées sans l'utilisation des produits contre le varroa. Comme vous le savez, depuis la fin des années 70, nous avons le problème de varroa. C'est à ce moment-là que nous avons constaté sa présence en Europe et depuis, nous avons dû modifier notre approche à l'apiculture. Parce que tout d'abord, nous avions des pertes très importantes des colonies d'abeilles qui ce parasite a trouvé des conditions très favorables à son développement dans le couvain. Nous avons essayé de le combattre en utilisant des différents produits d'origine naturelle, mais avec des substances actives chimiques. Mais cela a provoqué la pénétration de ces produits et leur présence dans les produits de ruche, ce qui était dangereux pouvait être dangereux pour les abeilles et pour les consommateurs, mais aussi en utilisant ces produits à long terme, nous avons mené une sélection et nous avons rendu le parasite résistant à ces produits. Cela a causé l'augmentation des coûts et l'augmentation de la tâche de travail pour avoir des colonies saines et pour que les résultats économiques puissent couvrir tout le travail nécessaire. Donc, pour cela, sans cesse, les apiculteurs demandent aux scientifiques de développer la résistance des abeilles contre le varroa, de chercher des familles, des populations, des colonies qui seraient résistantes, qui auraient des propriétés de résistance et d'introduire ces abeilles dans nos ruches tout en gardant la rentabilité de ces ruches. Mais avant de passer à la sélection des abeilles, je voudrais d'abord présenter les questions auxquelles nous avons dû répondre. Qu'est-ce que nous connaissons, qu'est-ce que nous savons de la résistance des abeilles? Est-ce qu'en Europe, on a des abeilles qui seraient résistantes au varroa? Est-ce qu'il y a des méthodes de sélection des abeilles résistantes au varroa et à la varrose? Et je me suis posé la question, ainsi que mon équipe, qui a participé à ce programme Eurovest, quel est le coût de cette sélection? Parce que souvent, nous ne nous rendons pas compte de ces coûts. Et donc, je voudrais aussi vous présenter les résultats des enquêtes qui nous
nous explique ou donne l'idée de la satisfaction des apiculteurs qui introduisent ces abeilles dans leurs ruches. Depuis des années, nous recevons des informations qui nous disent que dans le monde, il y a des abeilles qui résistent au varroa. Premier exemple, c'est le Apis cerana. Et ces abeilles-là vivent avec ce parasite, avec ce nuisible, et elles ont trouvé un équilibre. Pourquoi? Parce qu'il s'est avéré que ces abeilles ont développé un mécanisme de défense, puisque le varroa ne rentrait que dans les cellules avec le couvain de faux-bourdon, et les abeilles avaient des comportements hygiéniques qui ne permettaient pas le développement de ces faux-bourdons contaminés par le varroa. Si les cellules avec le couvain femelle étaient contaminées, elles les ouvraient, oculoperculées, et permettaient à cette abeille de se développer normalement, et à la fin, on avait un insecte adulte et sain. Donc, on voit que ces comportements hygiéniques, desquels je vais parler tout à l'heure, sont utilisés dans ces élevages-là. Un autre exemple, c'est les abeilles africaines qui étaient importées vers l'Amérique du Sud. Là-bas, elles se sont échappées des ruches et on a trouvé une espèce des abeilles africanisées a été créée. Elles étaient très rentables, très efficaces en ce qui concerne la production de miel. Mais ces abeilles-là aussi avaient des attitudes très hygiéniques envers le couvain contaminé par le varroa. La période de couvain fermé était plus longue, donc on n'avait pas on n'a pas vu naître les femelles fécondes. Cela permettait de limiter le développement de ce parasite parmi la population. Dans le couvain au Brésil, de ces abeilles africanisées, seulement 43% de femelles étaient fécondes, alors que dans les familles, dans les colonies européennes, beaucoup plus de femelles sont fécondes. De plus, nous avons des abeilles africaines présentes en Afrique qui résistent à ce parasite, mais on suppose que cela est lié au fait que l'économie apicole n'est pas aussi développée qu'en Europe ou dans le monde, puisque là-bas, l'économie est beaucoup moins intensive. Et cela, forcément, permet de limiter la présence de varroa. La situation est similaire en Éthiopie, mais les abeilles éthiopiennes, celles qui sont présentes en Éthiopie, se caractérisent par le fait que les femelles qui contaminent le couvain sont très peu fécondes. On peut aussi parler de l'abeille capensis qui est présente en Afrique de l'Ouest, où la période de couvain est raccourcie d'un jour et cela influence le fait de ne pas avoir un grand nombre de femelles fécondes. On a essayé de mélanger l'abeille capensis avec l'abeille européenne et oui, effectivement, les abeilles européennes avaient le même comportement, mais on ne peut pas parler de mélange, de croisement, puisque les abeilles capensis prennent le contrôle de la colonie. Donc, elles se comportent comme parasites. Est-ce que la situation en Europe a changé depuis le temps que nous devons faire face à ce parasite? Est-ce qu'il y a des abeilles qui n'ont pas été, qui fonctionnent sans les démarches vétérinaires ou biotechnologiques? Oui, nous avons des exemples de ce type, puisque déjà dans les années 90, les scientifiques américains
on fait venir de la région de Primorsk l'abeille carnolienne qui était résistante à l'avérance. Les mécanismes ne sont pas clairs, ne sont pas expliqués, malgré le fait que nous réalisons des analyses, nous comparons les abeilles qui ont pu survivre sans le traitement contre la varose, pardon. Mais des facteurs sont très nombreux, entre autres, c'est le nombre de femelles de varroa qui ne sont pas fécondes ou qui n'ont pas de descendants mâles ou qui pondent des œufs plus tard, ce qui ne permet pas de leur atteindre la maturité sexuelle. La situation est similaire aux États-Unis dans la forêt de Arnold. Il y a des abeilles qui fonctionnent sans le traitement contre la varose. Elles y vivent, mais quand on a essayé de faire élever des reines de ces familles-là, les abeilles dans un élevage ne présentent plus ce gène de résistance. Donc, l'hypothèse est que ces abeilles ont développé des comportements qui leur permettent de vivre sans le parasite. En Europe, bien sûr, nous avions et nous avons toujours les abeilles, entre autres en France, dans 2 emplacements, au Mans et à Avignon. Nous avons des abeilles, il y a des tests de bande dont je vais vous en parler. Et la durée de vie de ces abeilles était de 8 ans, mais certaines colonies ont survécu pendant 15 ans et ont vécu pendant 15 ans. Est-ce que nous avons constaté que les abeilles venues de ces colonies sont capables de trouver les cellules contaminées par le parasite, de les nettoyer? Elles arrivent à enlever le parasite qui vit sur le couvain. C'est le gène de Varroa sensitive hygiénique. Ce paramètre élevé permet de stopper le développement du parasite ainsi que sa fécondation, sa transmission. On ne peut pas non plus exclure l'influence de l'environnement sur ces populations, sur ces colonies. Le Mans et Avignon se trouvent dans des zones qui sont assez peu agricoles, donc les conditions sont très favorables au développement des colonies d'abeilles. Ces populations ont été aussi trouvées en Norvège, une colonie qui a vécu 19 ans dans la région de Quistlander, je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais là-bas aussi, nous avons pu constater une grande valeur de développement, de comportement hygiénique. Les abeilles arrivent facilement à trouver les cellules contaminées par le varroa et de les nettoyer. En Europe, nous avons aussi des abeilles de forêt, donc les abeilles qui vivent dans les forêts, mais on ne sait toujours pas quels mécanismes de résistance sont présents chez ces abeilles. Est-ce que c'est des abeilles réellement sauvages ou est-ce que c'est des colonies qui sont d'origine apicole, donc peut-être des familles, des colonies qui ont fui la ruche et qui sont installées dans la forêt. Pendant des années, nous avons essayé de mener une sélection naturelle, le test de Bond, la vie ou la mort. Il consistait d'avoir dans une colonie des abeilles qui n'étaient pas traitées du tout. Et les abeilles qui ont survécu étaient sélectionnées pour la suite de l'élevage. Et sur une île suédoise, après 6 ans de ce test de Bond, très peu de colonies ont survécu, mais celles qui ont survécu et qui ont donné naissance à de nouvelles colonies, les pertes ont diminué jusqu'à 20%. Au début, ces pertes étaient à 80% et puis après, sur la population qui a survécu, ces pertes n'étaient que de 20%. Et ce que nous avons pu aussi observer, c'est d'avoir des femelles non fécondes
On a aussi pu observer un autre mécanisme qui consistait au fait que les femelles de Varroa ne pondaient plus tard, alors leurs filles n'atteignaient pas la maturité. Donc nous observons les mêmes comportements qui étaient dans les colonies des abeilles qui ont développé une résistance naturelle. C'était similaire en France avec M. Dreyfus, un homme très très sympathique qui au début travaillait avec des abeilles de Tunisie. Et quand ces Tunisies ont été importées en France, on comparait leur résistance par rapport aux colonies françaises et on a vu que l'infectation était de 5%. On constate que ce niveau de contamination nécessite un traitement, mais à l'automne, très tard à l'automne. D'autres abeilles, Black Rare, je ne sais pas prononcer ce mot-là, c'est des scientifiques de Hollande, oui, des scientifiques hollandais qui en 2007 et en 2008 ont publié un programme d'élevage qu'ils ont appelé la boîte noire de Darwin. Et ces abeilles-là étaient comparées avec des races hybrides. Et actuellement, ils sont arrivés à créer des populations qui, sans le traitement, ont des pertes de 5 à 13%. Je pense que c'est un beau progrès. Mais chez ces abeilles-là, nous avons constaté aussi les comportements hygiéniques des abeilles qui consistent à supprimer le couvain contaminé par le Varroa. Donc, on n'a pas pu non plus expliquer quels étaient les mécanismes qui ont été créés dans ces populations-là, dans ces colonies-là. Comme vous pouvez le voir, le taux de contamination des colonies est influencé par de nombreux facteurs. Donc, si on voudrait avoir des abeilles résistantes au Varroa, on ne peut pas prendre en compte uniquement ces facteurs de résistance, mais tous les autres facteurs liés à l'utilité des abeilles. Et comme nous le savons tous, cela est influencé par de nombreux facteurs. C'est entre autres le climat. J'ai oublié de dire quelque chose avant. C'était qu'au Brésil, sur une île brésilienne, nous avions des familles, des colonies d'abeilles venues de l'Italie qui pendant 25 ans n'avaient pas à combattre ce parasite, mais quand on a essayé de les réintroduire sur le continent européen, elles n'ont pas développé cette caractéristique. Donc apparemment, le climat qui régnait sur cette île-là permettait à ces colonies de résister à la varrose. On ne peut pas parler de la résistance de ces abeilles dans le cas d'une densité très grande. Ici, on a affaire à une réinfestation, et donc il faut faire beaucoup de travail pour éviter une contamination supplémentaire par ces parasites qui seront retransmis et seront apportés à la ruche par d'autres abeilles. C'est aussi le mielet qui influence cela, le mielet qui est présent à proximité, et aussi l'adaptation des abeilles aux conditions locales. Et donc actuellement, pour pouvoir parler de faire survivre les familles contaminées par le Varroa, il faut en permanence surveiller la contamination, même la gérer, ou mettre en place dans nos programmes d'élevage les paramètres de la résistance, parmi lesquels on retrouve entre autres ce nettoyage des abeilles. Les abeilles arrivent à nettoyer elles-mêmes, se nettoyer elles-mêmes de ce parasite, où les abeilles entre elles peuvent se nettoyer mutuellement. C'est aussi l'analyse des comportements hygiéniques envers le couvain. Donc ce comportement hygiénique qui serait évalué par un test d'aiguillage,
c'est le comportement des abeilles envers le couvain contaminé par le varroa, mais aussi vérification, contrôle de la fécondité des femelles. Mais c'est aussi la déséporculisation, déséporculer le couvain, qui pourrait influencer le nombre de parasites, la quantité de parasites, le nombre des espèces de parasites qui se trouvent dans cette colonie. Tout cela permet de réduire la population de varroa dans une colonie. Mais aussi, cela peut être la source d'une grande joie d'avoir une colonie qui résiste au varroa. Jusqu'ici, nous n'avons évalué que les paramètres d'utilisation. Et en Pologne, nous n'avons pas introduit dans nos programmes des paramètres de résistance, bien que je sache que de nombreux apiculteurs, dans leur programme d'élevage, ont introduit l'évaluation du comportement hygiénique conformément au PIN test, test à l'aiguille, qui consiste à évaluer la vitesse avec laquelle le couvain infesté est supprimé. À présent, c'est environ 6 heures. Et pendant la sélection, cette période est réduite, la période pendant laquelle les abeilles nettoient ces cellules. Dans certains pays, la sélection allant dans ce sens est réalisée depuis longtemps et apporte de bons résultats. Une autre évaluation porte sur la fécondation des femelles du varroa, car nous savons bien que c'est intimement lié au développement de la population et cela peut être héréditaire. Il serait bien sûr difficile de réaliser ces tests par des apiculteurs. Il s'agit plutôt d'une mission pour les unités de recherche. Mais cette évaluation peut être réalisée en coopération étroite. Un autre paramètre, c'est VSH, Varroa Sensitive Hygienic, donc la désoperculation des cellules et l'élimination du couvain infesté avec les femelles du varroa et leur descendance. Grâce à cela, nous pourrons réduire la population de ce parasite. C'est pourquoi il serait utile d'évaluer le niveau de ces comportements hygiéniques. Un autre paramètre à évaluer au cours des programmes d'élevage est le recapping, c'est-à-dire la désoperculation et réoperculation du couvain infesté par le parasite. C'est très facile à faire, car au moment où nous désoperculons un couvain de 10 jours, une nymphe, sur les couvercles de l'intérieur, que les abeilles ont déjà désoperculé et réoperculé, nous verrons de la cire et nous ne verrons pas ce qui résulte de la transformation de la nymphe en pupe, de la larve en pupe. Donc, en désoperculant et en réoperculant cette cellule, nous pouvons interrompre le cycle de reproduction des femelles, car à ce moment-là, elles n'auront plus de descendance qui pourrait infester de nouvelles cellules. Donc, de manière générale, nous réduisons la mortalité des colonies d'abeilles. De plus, il y a d'autres types de comportements hygiéniques qui devraient être pris en compte et qui sont également difficiles à évaluer. On ne peut que les observer, c'est-à-dire le toilettage mutuel des abeilles mellifères, ou bien lorsque la femelle se nettoie elle-même. Lors de la sélection des abeilles résistantes au varroa, c'est-à-dire celles que nous souhaitons sélectionner pour qu'elles acquièrent cette résistance, il est essentiel de contrôler le développement de la population des acariens. Il est donc nécessaire de suivre, de surveiller régulièrement la quantité de la population des acariens dans la colonie. Si nous ne voulons pas perdre les colonies, nous pourrons réaliser des traitements précoces
Et en même temps, nous pourrons contrôler le développement de la population de l'acarien et de la population et sélectionner les abeilles pour ensuite se développer, celles où les acariens ne se développent pas trop. Chez certaines abeilles, comme les abeilles africaines, les cellules où le couvain se développe sont un peu plus petites. Certains sont partis de l'hypothèse que la dimension, la taille de ces cellules impacte le développement de la varose. Cependant, je crois qu'il ne s'agit plutôt pas de la taille de la cellule, mais de l'espace dont dispose le parasite pour pouvoir se développer. Dernièrement, un projet est né consistant à réaliser une sélection des abeilles résistantes à la varose simultanément avec la résistance au virus. Mais comme nous le savons bien, la varose est un vecteur qui permet la diffusion des virus. Donc, en réduisant l'atteinte par la varose, nous accroîtrons également la résistance aux autres virus, Donc, si nous introduisions ces paramètres dans les programmes d'élevage, nous pourrions peut-être obtenir des abeilles de ce type. Dans nos conditions, dans notre contexte polonais, ce sera difficile, je crois. Cependant, nous en avons des outils. L'insémination est bien développée en Pologne. Nous pourrons donc accélérer ce progrès de sélection en contrôlant la sélection pour la fécondation. Tandis qu'en Grèce, vous avez vu qu'il y a des problèmes pour créer des stations d'insémination des reines. Je voudrais également parler au sujet de ce qu'on fait en Europe concernant la sélection des abeilles mellifères résistantes à la varose. Durant les dernières 6 années, nous avons réalisé un grand projet, EURBEST. La Commission européenne a créé un groupe qui a réalisé un nombre très élevé de tests dans 7 pays. Et ces tests ont été réalisés par 130 apiculteurs. Donc, il s'agit d'un groupe très important. L'équipe a été dirigée par Ralph Buchler. Il s'agit donc d'une continuation du Colosse, du Smart Peace aussi, projet précédent. Et nous avons également continué ce projet pour voir si nous avons des abeilles résistantes à la varose en Europe, si cet élevage est possible. Et cette équipe d'experts, dans le cadre de EURBEST, a identifié et sélectionné 23 lignées appartenant à 6 sous-espèces d'abeilles et également des abeilles qui provenaient des croisements de populations qui ont survécu sans traitement de la varose. Et cette évaluation a été réalisée de 2 manières. Nous avons réalisé une évaluation de manière fixe, c'est-à-dire les éleveurs, les apiculteurs comparaient quelques lignées dans le cadre d'un même rucher, tandis que les experts comparaient l'une des lignées sélectionnées de ces 23 lignées sélectionnées auparavant, avec les lignées qu'ils utilisaient dans leur rucher. Et bien que nous ayons évalué 625 lignées au sein du projet Colosse, de colonies au sein du projet Colosse, en Europe, nous avons testé 3500 colonies et les résultats de ce projet sont disponibles sur le site du projet EURBEST. À gauche, vous voyez un diagramme où je voudrais présenter l'infestation des colonies par le parasite. Nous l'avons réalisé conformément au nombre de femelles dans 10 grammes d'abeilles. Au début en automne 2019, dans la population d'EURBEST, l'infestation était plus importante que dans les colonies
d'expérimentation dans les ressources propres des apiculteurs. L'infestation était un peu plus élevée au printemps 2020, mais en été 2020, dans les colonies, dans les populations herbestes, l'infestation était beaucoup plus réduite que chez les abeilles élevées par les apiculteurs. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela témoigne des mécanismes qui entraînent une croissance réduite de du varroa que dans les populations qui n'ont pas ces caractéristiques. À droite, vous voyez un diagramme où nous voyons 5 pays, Allemagne, Grèce, France, Italie et Pologne, où on a testé ces populations et il s'est avéré que dans certaines lignées, l'infestation des colonies ne dépassait pas 3%. Qu'est-ce que cela nous dit? Il s'agit d'une information essentielle, car si l'infestation dépasse 3%, il faut rapidement appliquer le traitement contre le varroa. Tandis que les colonies qui n'ont pas été traitées depuis le moment où nous avons commencé nos observations, en été 2020, elles n'ont pas dépassé ce seuil d'infestation. Certaines de ces lignées, avec une infestation tellement basse, avaient également des qualités d'utilisation très bonnes, ce qui est important pour les apiculteurs, car ce qui nous intéresse, à part la résistance, c'est également le caractère utilitaire. Les caractéristiques de résistance à la varrose ont été testées également lors de l'évaluation stationnaire fixe, où nous avons comparé les lignées dans divers pays. Nous avons échangé le matériau. Nous avons donc observé que ces comportements hygiéniques sont étroitement corrélés avec le niveau d'infestation des colonies avec le varroa. Plus la valeur de comportement hygiénique varié est élevée, moins est élevée l'infestation par le varroa. Par exemple, si la valeur du VSH était croissante, cela a été accompagné des résultats du test à l'aiguille. Donc, si les abeilles éliminaient plus de couvains infestés, le VSH était plus important, plus élevé, et l'infestation par le varroa était réduite. Pour parler encore des comportements hygiéniques consistant à retrouver le couvain infesté et à l'éliminer, le paramètre élevé était également importante pour l'infestation par la varrose, car l'infestation était réduite dans les colonies où la valeur de ce paramètre était plus élevée. Cependant, nous n'avons pas constaté, nous espérions qu'il y aurait un lien entre le comportement hygiénique et la fécondation, la prolificité des femelles, mais nous n'avons pas vu de lien entre ces deux paramètres. À l'occasion de cette sélection, il faut parler de ces coûts. Nous avons enquêté auprès des apiculteurs qui ont réalisé ces évaluations, ces observations, qui ont duré 2 ans. Il s'avère que le test d'une colonie coûte en moyenne 193 €. En fonction des frais, ces frais varient de 273 en Allemagne à 85 en Grèce. Tout cela est lié probablement aux frais de main-d'œuvre, aux frais de travail, car dans chaque pays, ces frais varient. Chez nous, en Grèce, les frais de main-d'œuvre sont réduits. C'est pourquoi les frais des tests de l'évaluation sont réduits. Néanmoins, 20% de ces frais consistaient à examiner, évaluer les comportements hygiéniques concernant surtout ce test à l'aiguille, le PIN test. La plus grande part des coûts de cette sélection, qui dépassait 60% des frais cumulés, résultait de l'évaluation de la fécondité des femelles
de recapping, c'est-à-dire des operculations de cellules infestées par la varose, et du VSH, c'est-à-dire l'élimination du couvain infesté. Par conséquent, il s'agit du premier test, d'une première enquête concernant les frais de la sélection des abeilles résistantes à la varose. Les apiculteurs ont-ils accès à ces reines? Nous leur avons demandé s'ils sont contents de ce matériau qui est disponible sur le marché, dans le commerce des rennes en Europe. Nous leur avons demandé quel est le niveau de leur satisfaction, c'est-à-dire l'essaimage, la douceur, la productivité et la résistance. Il s'est avéré que les apiculteurs souhaitent acheter surtout les abeilles qui sont résistantes aux maladies, mais en même temps qu'elles soient également très fécondes, très prolifiques et qu'elles aient de bonnes qualités d'utilisation. Cependant, ce qui est le plus important pour eux, c'est la résistance aux maladies, surtout à la varose, car c'est un paramètre qu'il est difficile d'obtenir. Cette sélection doit prendre du temps. Néanmoins, 50% de clients ont confiance en la sélection comme en une méthode essentielle qui permettra d'obtenir des abeilles qui pourront ne pas être traitées contre le varroa. Ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui a attiré mon attention, ou peut-être presque étonnée, je suis vraiment très satisfaite du fait que le taux d'acceptation était plus élevé dans les pays qui ont de longues traditions d'apiculture. Et la Pologne a de longues traditions d'apiculture. Cependant, les prix des rennes sur le marché, dans le commerce, ne couvrent pas les frais de leur sélection et de leur élevage, car les frais moyens de la production des rennes s'élevaient lors de toute cette évaluation à 22,58 € par reine. En France, ce prix atteignait même 37,30 €. Comme dans le cas de la sélection, les frais les plus importants concernent les frais de la main-d'œuvre qui varient entre les pays. Malheureusement, ce prix d'une reine dans le commerce ne couvre pas les frais, ni les frais de la sélection, ni les frais de l'élevage, de la production. Cela ne récompense pas donc les efforts des éleveurs qui supportent des frais très importants pour sélectionner le matériel. Donc, les conclusions qui y résultent, les conclusions très importantes. La sélection et l'élevage des abeilles mellifères, c'est la solution pour diminuer les pertes, augmenter la rentabilité, augmenter la qualité et la santé des abeilles. Et grâce au fait que les apiculteurs ont la possibilité d'introduire dans leur rucher le matériau de haute qualité, ils peuvent connaître un succès. Lors de la sélection, bien sûr, il faut prendre en compte la possibilité des abeilles à s'adapter aux conditions locales. Nous voyons une très forte corrélation entre les génotypes et l'environnement. Donc, il faudrait avoir des structures d'élevage et une coopération qui inclurait aussi bien les éleveurs que les apiculteurs industriels. Et il faudrait que les scientifiques y participent aussi fortement parce que les éleveurs ne seront pas capables d'évaluer toutes les propriétés des abeilles telles que le VSH. La sélection du point de vue de la résistance est très coûteuse, mais les critères qui sont pris en compte sont très importants. Et donc, les frais subis par les éleveurs
pour mener cette sélection, il faudrait que ces frais soient remboursés. Notre conclusion, la conclusion qui résulte de notre expérience, c'est que ce marché des rennes devrait être amélioré et optimisé, puisque nous voyons que le besoin des rennes qui sont très résistants est très important, mais le prix qui est payé ne couvre pas les frais du travail réalisé. Donc, il faudrait trouver une solution qui permettrait de subventionner la production de ces rennes très fécondes, mais aussi très résistantes. L'élevage des abeilles nécessite un soutien et il faudrait que nous coopérions et qu'ensemble nous demandions un financement destiné au secteur de l'élevage des abeilles. Moi, je pense que cela est tout à fait possible. Je suis très contente que nous avons pu participer à ces tests, à ces expériences. Comme je vous l'ai dit, sur le site de Eurobest, vous pouvez trouver plus d'informations. Nous sommes en train de préparer les articles qui seront publiés dans les magazines apicoles, mais aussi dans d'autres magazines moins spécialisés. Merci pour votre attention et je reste en attente de vos questions. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très riche en informations. Une question très intéressante a été entamée, a été discutée. Nous avons tous, en tant qu'apiculteurs, affaire à ce parasite, à cet acarien. Donc, des questions sont nombreuses. Des personnes qui nous regardent les ont posées sur le chat. On va vous les lire. Oui, c'est une folie. Nous avons la question de M. Pietrzak-Kubiak. Qu'est-ce que vous pensez du contrôleur pour combattre le varroa du scientifique autrichien? Cette méthode thermique est décrite comme très efficace, mais elle est très, très chère. Oui, le varroa n'aime pas des températures élevées. La preuve, c'est que dans les pays chauds, les abeilles arrivent à combattre ce parasite. Donc, il suffirait d'augmenter la température de quelques degrés et cela permettrait de résoudre ce problème. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu... je ne sais pas quel adjectif utiliser, mais je n'ai pas vu la solution qui pourrait être facilement applicable par les apiculteurs. Ce que j'ai vu, c'était de mettre les abeilles dans une sorte de chauffe-eau au moment où la contamination, l'infectation est à son niveau plus élevé. Donc, au moment où le parasite passe sur les abeilles, actuellement, c'est juillet, mais déjà, on le voit que c'est plus précoce. Au moment où le couvain d'hiver a lieu. Et à ce moment-là, on voit que la nourriture est volée. Il y a des vols de nourriture parce que la nourriture manque. Donc, c'est difficile. Je pense que ça aurait été la bonne solution. Mais comment faire pour que cette solution puisse être mise en place, mise en œuvre dans les ruchers de façon simple et pas comme c'est présenté maintenant qu'on peut le faire colonie par colonie. Merci madame pour cette réponse. Très souvent, les questions, les informations qu'on reçoit, c'est des salutations. Nos auditeurs demandent à vous transmettre les salutations. Nous avons cette demande qui a été faite par l'Association ukrainienne des apiculteurs. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais la question suivante, pour que ça ne soit pas trop simple, si vous deviez parier, quel groupe
Quel groupe d'animaux vous viserez? Qu'est-ce qui va remplacer le varroa? Est-ce que d'autres parasites, des cléopètres ou autres? C'est une question triquée. Oui, oui, très triquée. Oui, je ne sais pas du tout comment répondre à cette question-là. Moi, ce qui me fait peur, c'est comment dire, tous les pathogènes, tous les nuisibles, toutes les maladies invasives qui pourraient attaquer nos abeilles, parce que je pense qu'elles en ont assez. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est les pesticides, puisque il est possible que nous allons pouvoir faire face aux défis et aux dangers qui nous attendent, mais pas les dangers de la globalisation, pas aux dangers des monocultures et pas au manque des mielets. Peut-être que nous allons devoir faire face à la famine des abeilles. Merci pour cette réponse. Et la question suivante, nous savons qu'il y a des génotypes différents des abeilles, mais est-ce qu'il y a des différents génotypes de varroa? Oui, bien sûr, bien sûr. La varrose est due à des différents types de parasites, on va dire comme ça. Moi, je ne m'occupe pas du point moléculaire de la varrose, mais je pense que oui, c'est tout à fait possible, puisque si nous avons des hybrides, il se peut que les varroas soient aussi des hybrides. C'est pas qu'il y a une seule femelle qui pénètre au sein d'une cellule, elle fait naître un seul mâle qui féconde sa sœur, mais s'il y a deux femelles qui sont fécondes, qui peuvent avoir des antécédents, donc on peut avoir affaire à des couples, des parasites qui ne sont pas d'une même famille. Donc cela peut avoir des conséquences. Moi, je ne sais pas, mais je suppose que cela est possible. Donc je pense que oui. Merci pour cette réponse. Et un peu pour remouer le couteau dans le plaid, quels sont les médicaments qu'on doit utiliser qui sont les plus efficaces contre le varroa? Moi, je n'utiliserai pas de produits médicamenteux. Moi, j'essaierai d'influencer le développement des colonies des abeilles. Il y a des méthodes de lutte contre le parasite. Il y a des apiculteurs en Silésie qui n'utilisent pas de médicaments, ils utilisent que des méthodes biotechniques. Donc, c'est tout à fait possible. Je vous envoie vers les publications que nous avons préparées avec Anna ensemble concernant les méthodes biotechniques. Mais il est possible de sélectionner des méthodes. Mais si vous souhaitez utiliser un produit médicamenteux en utilisant ces méthodes biotechniques, vous pouvez sélectionner le produit qui est le moins nocif pour les abeilles et qui est le moins nocif pour les produits de ruche. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Encore une fois, un grand merci aux organisateurs qui ont très bien organisé ce congrès. Et je suis très heureuse et très ravie de pouvoir y participer. Merci. Merci pour votre participation. Merci pour votre contribution.